Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, le deuxième député le plus actif de l'Assemblée nationale selon une enquête du magazine Capital. On va faire le point sur le climat politique et social de ce début d'année, mais d'abord, c'est quoi le regard d'Éric Coquerel en ce 9 janvier 2018 ? C'est un regard inquiet. Voilà. J'écoute, je regarde un peu le monde. Je vois ce qui s'est passé en 2018. Je pense notamment à Donald Trump sur le climat, sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Je trouve que, en gros, la situation est plutôt pire qu'il y a un an, voilà, pour le monde et pour la France, avec des projets de loi très durs qui démantèlent le code du travail, qui maintenant s'attaquent à la sélection entrée de l'université et qui promettent de s'attaquer aussi aux chômeurs de la manière la pire qui soit. Donc voilà, je trouve que il y a quelques rayons de lumière, mais il faut les chercher. Un regard inquiet, donc on vient de commémorer aussi les 3 ans des attentats de Charlie Hebdo. Ça veut dire quoi être Charlie aujourd'hui, Éric Coquerel ? Être Charlie, enfin pour moi, ça doit rester la défense intangible de la liberté d'opinion et d'expression. Voilà. Je pense que c'est ça qui reste et qui doit rester. Au moment de Charlie, moi j'étais un de ceux qui a été, enfin comme des millions de personnes, mais j'étais très secoué parce que il y a plein de gens qui ont été assassinés, desquels je me sentais proche, au moins politiquement. Je ne les connaissais pas intimement, mais politiquement, des gens comme Charb, enfin qui avaient accompagné, j'allais dire Charlie, ça a accompagné toute ma vie dans ce droit à la caricature, mais aussi une vision politique des choses. C'est pas apolitique, Charlie. Donc du coup, j'avais été doublement frappé à la fois par la cible des terroristes, mais aussi évidemment ce qui les attaquait. Bon, Vous comprenez cette injonction à devoir être Charlie aujourd'hui, il y a quand même une partie de la population qui conteste. Moi, ce que je ne veux pas, c'est les instrumentalisations. Par exemple, je le dis, j'étais gêné moi par les espèces de célébrations autour de Manuel Valls, du printemps républicain, une espèce de récupération, en plus avec des gens qui n'étaient pas du tout proches de Charb. Pour arrêter avec cette histoire, faut pas. Donc, de Charb et de qui défendent plus une certaine vision de la laïcité finalement que la liberté. Ils ne défendent pas la d'expression. laïcité. Ils défendent, pour eux, la laïcité est une attaque vis-à-vis d'une seule religion et c'est à des fins politiques. Donc, avec un côté justement. Qui tend à diviser la société. Et je crois que justement, la réaction par rapport à ce qui s'est passé à Charlie, c'était la volonté de montrer qu'on était unis au nom de valeurs universelles. C'est ce qui a été fort dans la réaction. C'est ce qui reste fort aujourd'hui dans le peuple français. C'est-à-dire que les terroristes, ils attendaient qu'il y ait une division. Il n'y a pas eu une division, il n'y a pas eu une fracture. Et je pense qu'il faut faire attention à tous les gens qui essayent de jouer dessus. Quelqu'un comme Manuel Valls joue sur les fractures. Donc moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette... Quand l'injonction vient de ces personnages, je ne me reconnais pas du tout. Par contre, je me reconnais dans le fait que, de manière intangible, moi je défendrai toujours, même quand elle ne me plaît pas, il y a eu une caricature sur Jean-Luc Mélenchon qui était plus que limite, et pour autant, je défendrai toujours le droit à la caricature, et je rappelle que le blasphème n'existe pas dans ce pays, donc voilà, ça c'est important. Alors Charlie ou pas, ce qui était notable aussi, c'était la faiblesse de la mobilisation, qu'il s'agisse des libertés après la loi antiterroriste, des droits après la réforme du travail dont vous avez parlé. On ne peut pas dire que la contestation soit vraiment au rendez-vous, ça aussi, ça vous inquiète ? Bah oui, c'est aussi l'élément pour lequel on commence l'année, j'allais dire, avec une lucidité. C'est qu'il n'y a pas eu les réactions nécessaires vu l'ampleur des attaques. Voilà, ils ont cassé le code du travail, ils ont fait le budget le plus austère et le plus inégal de la Ve République. Enfin, quand vous voyez les besoins criants partout, notamment dans le département dont je suis l'élu, mais aussi ailleurs, et qu'en même temps on a donné 9 milliards aux plus riches comme ça, sans aucune contrainte, sans aucune exigence sur ce cadeau, et le peu de réaction inquiète. Bon, pour autant, il y a quand même quelques signaux positifs. Moi, je voudrais les pointer. Il y a des luttes qui gagnent. Par exemple, il y a eu des luttes récentes, je pense aux salariés d'Honnête, des sous-traitants du nettoyage de la SNCF. Je pense à des sous-traitants de Vélib. Là, en ce moment, il y a une lutte, j'espère qu'ils gagneront un peu du même type sur des travailleuses de l'IDEIN à Clichy qui font du nettoyage. Elles ont une caractéristique, c'est des gens qui utilisent la grève jusqu'au bout. Ils tiennent bon, et puis au fur et à mesure, il y a une espèce de dynamique. Tout soutien pour eux est une invitation à continuer, et ils gagnent. Ils gagnent non seulement sur leurs revendications, mais souvent aussi sur la récupération des jours de grève. Donc ça, c'est des lueurs d'espoir. Quand des gens ont décidé d'affronter soit Macron, soit quelque part
l'effet Macron à travers des entreprises qui appliquent déjà soit la loi El Khomri qui permet des dérégulations déjà, mais ou qui comptent appliquer les ordonnances, comme on le voit avec PSA, Pinky, quand les gens résistent, font grève jusqu'au bout, ça peut marcher et ça fonctionne. Donc ça, c'était quand même, ça c'était une lueur d'espoir. Vous avez bon espoir, par exemple, que sur la nouvelle loi travail qui permet aujourd'hui des licenciements quand bien même l'entreprise se porte bien, c'est le cas pour le Pinky, c'est le cas effectivement pour PSA ou même le groupe Le Figaro, on l'a appris ce matin. Vous pensez que les mouvements syndicats peuvent faire front justement pour empêcher ces... En tout cas, l'enseignement rapport de force que je tire de ces types de luttes, je pense aussi aux dockers ou aux routiers qui ont menacé de faire grève, c'est que quand le gouvernement a face à lui une résistance unie et qui va jusqu'au bout, qui est capable d'aller jusqu'au bout, donc ça, après il faut les conditions sociales qui fait que vous êtes capable d'engranger des dizaines de jours de grève. Je sais que c'est pas simple, mais quand ils ont ça en face, ils ont cédé. Donc ça, c'est un message d'espoir. Voilà. C'est un des biais par lesquels on peut sans doute s'opposer à leur projet. L'autre, c'est le fait de toute façon, dans tous les cas, c'est le fait de faire converger tous ensemble, je crois, rassembler nos forces, syndicats, associations, mouvements politiques, je crois que c'est toujours plus nécessaire. Et votre rôle à vous, il y a Gilles Das sur Facebook qui vous a demandé comment faire prendre conscience aux citoyens que le gouvernement mène sur tous les fronts une politique marquée du sceau de l'injustice et des inégalités, dit-il. En gros, comment vous allez mobiliser la France Insoumise ? Nous, en tant que députés, on va continuer à faire le travail qu'on a fait. Je pense que chacun reconnaîtra qu'on a bien... on jette des fleurs, mais enfin, je pense qu'on a joué notre rôle d'opposant, c'est-à-dire non seulement d'essayer de lutter d'arrache-pied à l'Assemblée, mais aussi dans les mobilisations, et en même temps être force de proposition. Par exemple, prenons le budget, puisque je suis à la Commission Finances, d'un côté, il y a une bataille d'amendements qu'on a menée, explicative. On joue aussi sur le fait que désormais les vidéos montrent les débats de l'Assemblée, donc ça peut servir d'éducation populaire, mais en même temps on a fait un contre-budget et on l'a présenté. Donc c'est toujours opposition et proposition de ce que nous ferions si demain nous gouvernions le pays. Et je crois qu'il faut continuer comme ça. Et puis en même temps, il faut être capable à un moment donné d'initiative. On avait proposé une grande marche après le 23 septembre. Bon, elle n'a pas eu lieu, je le regrette, mais on va continuer comme ça, essayer de proposer des choses, et peut-être qu'à un moment donné, ça va s'enclencher, c'est ce qu'on espère. Certains acteurs de l'économie nous expliquent que la croissance serait de retour, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a Carlette sur Twitter qui vous a posé une question. Comment on sort de la croissance à tout prix, Éric Coquerel ? Est-ce qu'on peut penser une prospérité sans croissance ? Alors d'abord, sur la première réponse, la croissance revient... on sait, j'allais dire malheureusement, que c'est une conjoncture internationale, un cycle du capitalisme, et qu'en rien n'est résolu le problème du système du capitalisme financiarisé, c'est-à-dire que cette différenciation énorme entre l'économie réelle et l'économie financière, donc les crises spéculatives sont devant nous. La seule question, c'est quand, mais elles sont devant nous. Voilà, je pense que c'est juste une accalmie dans un système qui dérégule tout et qui met la Terre profondément en danger d'un point de vue écologique, social et même au niveau des guerres. Bon, ça, c'est la première réponse. La deuxième, comment on sort du tout croissance ? Je pense qu'il faut décroître dans beaucoup de domaines. Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, contre le consumérisme. Il faut considérer qu'on ne peut plus continuer parce qu'on aurait besoin de plusieurs terres et qu'on n'a pas plusieurs terres et qu'on voit bien que le danger désormais, c'est plus seulement 2 degrés d'augmentation de température à la fin du siècle, maintenant on parle de 3, voire de 4 degrés, donc ça c'est la première chose. Et donc, mais en même temps, il faut choisir les terrains qui répondent à l'intérêt général, aux besoins sur lesquels là par contre il y a entre guillemets toujours une croissance. Pour un bon exemple, c'est vous construisez un hôpital, vous faites de la croissance, mais n'empêche c'est nécessaire. Vous construisez des écoles, vous faites de la croissance, c'est nécessaire. C'est clair que si vous programmez un téléphone comme vient de le faire Apple pour qu'il rende l'âme au bout de peu de temps, on voit bien que c'est une croissance inutile. Voilà, je crois que c'est là qu'il faut arriver à distinguer les choses. Vous parliez des terres agricoles il y a un instant et de la manière dont on les exploite. Ceux qui mettent l'accent là-dessus, c'est beaucoup les zadistes. Je pense à ceux qui occupent aujourd'hui le terrain du projet Notre-Dame-des-Landes. Ils vont peut-être très prochainement faire l'objet d'une expulsion, quelle que soit la décision du maintien ou non du projet de l'aéroport. Vous souhaitez qu'ils restent sur place ? Alors déjà, ce que je souhaite, c'est que l'aéroport soit bien arrêté. Voilà, on en parle, mais enfin pour l'instant, c'est pas acté. Donc ça, je le souhaite. Ça sera déjà une victoire et leur victoire. C'est ça qu'il faut rappeler. Bon. Ensuite, je crois qu'il faut regarder sur place. Il y a des gens qui se sont installés, qui eux-mêmes sont en train d'œuvrer à des visions de culture paysanne différentes.
Et je ne vois pas pourquoi ces gens-là, ceux qui quelque part ont continué à donner vie à cette terre, ont continué à permettre non seulement de résister, mais aussi de montrer l'utilité de cette terre, pourquoi ces gens-là seraient forcément de manière unilatérale expulsés. Donc moi je pense que l'idée comme ça d'envoyer des forces de police pour montrer ses gros bras, d'abord il faudrait arriver à le faire, mais en plus je pense que c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode là maintenant, si on abandonne le projet, ça va être la discussion, comme il y a eu d'ailleurs au Larzac, c'est-à-dire il faut discuter avec les gens qui sont sur place. Certains d'ailleurs à mon avis souhaiteront partir parce qu'ils étaient là pour occuper, et puis s'il y a d'autres projets de vie intéressants, je ne vois pas pourquoi forcément ils seraient expulsés. Au profit de qui? Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Alors il y a un autre projet de loi qui va arriver sur la table, c'est celui de la loi Asile et Immigration. Vous pensez que la mobilisation, là aussi, encore une fois, j'insiste sur cette... parce que je sais que vous êtes engagé à essayer de mobiliser toujours plus. Est-ce que la mobilisation peut prendre sur ce projet de loi? Est-ce que l'indignation faite, par exemple, face à la répression qui est faite à un certain nombre de militants, je pense aux militants d'Amnesty International, il y avait un procès hier, est-ce que ça peut prendre? Est-ce que ça peut mobiliser les citoyens? Alors là, on parlait justement à un moment donné des signaux d'espoir. Alors, il y en a quelques-uns, et notamment dans ce qu'on voit peu, dans ce qui est peu mis en avant par l'actualité, ce sont tous les gens qui se mobilisent en solidarité, des solidarités simples, par exemple, ne pas laisser crever un migrant qui vient de franchir un col alpin de froid, l'héberger. Par exemple, moi j'ai été à une réunion récente à Nice, c'était justement des maires qui expliquaient comment ils avaient accueilli des migrants, travaillé la population pour que les choses soient... Enfin, il y a plein de choses qui se font. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire que très souvent, la réaction des gens sur le terrain, elle est pas comment dire, en phase avec ces sondages dont on nous dit qu'en réalité les Français souhaitent toujours plus de répression. Ça, je crois que c'est quelque chose... Vous, en tant que parlementaire, c'était la question justement hier de Cécile Coudriou, qui vous demandait quel est votre rôle en tant que parlementaire. Est-ce que vous interpellez le gouvernement suffisamment sur ces questions-là? Oui. Là, si je peux te tendre la main... Enfin bon, là j'ai fait moi une demande d'enquête parlementaire sur, par exemple, la situation anormale dans les Alpes-Maritimes, où non seulement les migrants sont traités de manière hors état de droit, mais on ne peut même pas déposer de demande d'asile sur le département. Les mineurs sont renvoyés sans même aucune vérification en dehors de tout droit international. Donc, par exemple, j'ai procédé ainsi. On essaye de se mobiliser. Moi, j'ai été... alors, la mobilisation à l'Assemblée, bon, elle va avoir lieu par rapport au projet de loi, mais aussi, évidemment, sur le terrain, avec nos écharpes d'élus. Enfin, voilà, on essaye de faire le travail. Et surtout là encore, de convaincre. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on a la phase de migration actuelle, la phase de réfugiés, c'est une phase historique dont on commence à percevoir que les premiers effets. Ça fait longtemps que les pays du Sud, entre eux, les connaissent par millions de personnes. Réfugiés climatiques, économiques. Bon, en Europe, finalement, c'est assez récent. Et donc, mais convaincre de quoi? C'est quoi la position de la France insoumise sur l'accueil des migrants, par exemple? La première chose, c'est de dire qu'il faut faire en sorte que les gens puissent ne pas partir de chez eux. Voilà. C'est pas vrai. On ne part pas par plaisir de chez soi quand on sait qu'on a des chances de mourir sur la Méditerranée ou d'être réduit en esclaves par des trafiquants qui sont en même temps des passeurs en Libye. C'est pas une satisfaction. C'est pas des départs. C'est pas des départs volontaires pour découvrir le monde. C'est des départs contraints. Bon. Donc déjà, il faut résoudre les causes. Et il se trouve que nos pays ont des responsabilités fortes dans les causes. Démantèlement des États comme la Libye, sans avoir apporté une once de démocratie en plus, comme l'a fait la France. Les guerres que nous avons largement suscitées, ou en tout cas que nous avons entretenues. Les questions de libre-échange, par exemple, on est en train de faire des accords de libre-échange, l'Union européenne, avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont ruiner les économies fragiles de ces pays-là. La question climatique, c'est plutôt nous quand même, nos économies, nos façons de vivre qui sont les responsables du réchauffement climatique. Donc il faut agir très vite. Et plus on aura agi vite, plus quelque part on aura réglé le problème. Mais en attendant d'avoir réglé le problème, il faut en gérer les conséquences. Et les conséquences, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a plus de demandes d'asile. Là, vous avez vu qu'il y a plus de 100 000, il faut l'accepter et on a de quoi le gérer. C'est pas vrai. Je veux dire, il faut regarder aussi concrètement les choses. C'est pas encore des tsunamis, comme on essaye de nous le dire, d'immigrés qui arriveraient par millions. Ça, c'est entre pays du Sud. Nous, on a des choses qu'on peut gérer et aussi, je pense qu'il faut être capable, au-delà des critères du droit d'asile stricto sensu, qui sont ceux de l'ONU, il faut être capable aussi de considérer que quelqu'un
qui part de chez lui pour des questions économiques, mais qui sont vitales, peut aussi être quelque part accueilli en tant que migrant sur le territoire. Voilà, il faut être plus ouvert, je le crois, et puis surtout, il faut des conditions dignes d'accueil, il faut arrêter avec cette politique de tout-répression, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on fera? On ne va pas tous les renvoyer à l'eau. Enfin, cette histoire est largement démagogique. Donc voilà, régler les causes, mais en attendant, gérer les conséquences. Une dernière question, Éric Coquerel, dans une enquête de Libération qui date du 2 janvier dernier, on pouvait lire en parlant de la relation communiste et insoumis, je cite, « Il faut que l'on arrive à dépasser nos rancunes ». C'est possible, Éric Coquerel? Vous savez, il y a des communistes chez France Insoumise, déjà, moi je dois le signaler. Avec la direction du Parti communiste, ça va être difficile. Je vous le dis comme je le pense, je crois qu'il y a eu... je le dis parce que si vous remarquez, ça n'a pas été toujours notre discours, on ne parlait pas de direction de parti, mais là je crois qu'il y a eu ces dernières années non seulement une volonté affichée de continuer à entretenir plutôt un cartel de parti plutôt que de transformer le Front de gauche en ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire déjà lui-même un mouvement citoyen capable d'accepter l'adhésion directe. Ensuite, je trouve, à certains moments, on a l'impression d'avoir été plus la cible que nos adversaires de la part de la direction du Parti communiste. Donc la confiance est rompue, pour aller vite. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon dit attendre beaucoup du prochain congrès du Parti communiste. On verra bien ce qui se passera, mais la confiance est rompue. On a des bons rapports. Moi, j'ai des très bons rapports avec les députés communistes ici, plusieurs en tout cas, avec qui ça se passe très bien. Donc, c'est pas le fait d'être communiste, bien évidemment. Moi, je serai jamais sur une positionnement sectaire, mais je crois qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut faire et en tout cas à ce qui n'a plus marché. Ce qui n'a pas marché, c'est le cartel de partis. Ça marche plus. Reconstitution aussi d'une espèce de petite gauche plurielle, ça ne fonctionnera pas, parce que ça ne réglera pas la question. Et je crois qu'on a la chance avec France Insoumise de pouvoir, c'est ça quand même un des enseignements de la dernière élection, pour la première fois, un mouvement du camp de l'émancipation est passé devant le Parti socialiste et a vocation à pouvoir installer un leadership autour duquel construire des choses. Bon, je pense qu'on devrait tous en profiter. Je veux dire, je pense que nos députés font un travail honorable. Je pense que sur le terrain, nos militants font un travail honorable. On est capable de faire des grands rassemblements. Peut-être que la question, ça serait pour les forces qui nous invitent à les rejoindre dans une espèce de petite construction à nouveau partidaire et qui donne aucun espoir. Je pense que ce serait peut-être plutôt de se dire, mais ils ont réussi, après tout, tant mieux si c'est réussi. Et comment on essaye d'aider à ça? Parce que pour revenir à la discussion du départ, l'urgence, elle est là. Si Macron, en 5 ans, continue à faire ce qu'il est en train de faire au pays, on va retrouver une France qui sera défigurée, mais qui ne sera plus la France de l'État social ou la France du Conseil national de la résistance. Donc, justement, compte tenu de cette urgence, on pourrait vous dire que l'urgence, elle est aussi à un rassemblement qui soit sur le terrain des luttes et sur le terrain politique. Mais je vous ferai remarquer que le 23 septembre, on a appelé tout le monde. Hamon était avec nous, on n'a pas exclu personne à marcher ensemble. Quand on est sur les actions, quand on est sur les luttes, on est bien évidemment, excusez, mais par contre, ça ne peut pas être des... moi, je crois que davantage, qui me préoccupe le plus, c'est qu'on arrive à s'unir avec ceux qui sont encore capables aujourd'hui de mobilisation dans le pays. Je pense aux syndicats, je pense aux associations. C'est plutôt ça qui me préoccupe en priorité que à travers les luttes, j'allais dire, en profiter pour recommencer une espèce de petite construction et d'alliances partidaires qui ont montré leurs limites. Merci beaucoup Éric Coquerel. Demain, je recevrai Amaëlle Guiton, elle est journaliste spécialiste des questions du numérique. On reviendra avec elle sur la proposition d'Emmanuel Macron qui veut légiférer sur les fake news. On parlera aussi de neutralité du net, du rôle des fournisseurs d'accès à Internet et des GAFA. Vous avez une question pour elle ? Oui, j'ai une question pour elle. Moi, ce qui m'intéresse, qui m'interpelle, j'ai vu qu'il y avait l'offensive sur les fake news. Bon, en même temps, il y a toute cette espèce de discours autour des complotistes que j'ai remarqué. Je voudrais savoir ce qu'est de complotiste. Voilà, parce que est-ce qu'être complotiste, c'est, j'allais dire, s'inventer des histoires pour toujours expliquer qu'il y a une part policière dans l'histoire, ou est-ce que c'est ne pas être, est-ce qu'à certains moments c'est juste ne pas être d'accord avec la version officielle d'un pouvoir? Par exemple, si je vous dis que Emmanuel Macron a été largement aidé par les pouvoirs dominants des médias et quelques milliardaires qui les tiennent, est-ce que je suis complotiste quand je le dis? Voilà, c'est une bonne question, je trouve, parce que c'est peut-être celle qui va être posée et qui là poserait un problème de liberté d'expression et d'opinion. Je transmettrai la question, merci beaucoup.